dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe. Cube Radio. Ce qui devait arriver arriva. Anthony Rota a remis sa démission. Il vient de le faire il y a quelques instants à la Chambre des communes. C'était réclamé par tous les partis politiques à la Chambre des communes. Ça avait commencé par le NPD et le Bloc hier. Aujourd'hui, ce sont les conservateurs et les libéraux qui se sont rajoutés à la liste des formations politiques demandant la démission du président de la Chambre des communes après que ce vétéran nazi ait été ovationné lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi dernier. On en parle avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, enfin diront certains. Oui, on s'entend. Je pense qu'il y a assez unanimité que c'est un geste qui aurait dû être posé dès 11 heures hier à l'ouverture des travaux de la Chambre des communes. Faut croire que M. Rota n'avait pas saisi l'ampleur du problème auquel il était confronté. Faut croire aussi que le gouvernement Trudeau non plus n'avait pas saisi l'ampleur du problème. Parce que ce qu'on m'explique, c'est que oui, publiquement, la leader du gouvernement à la Chambre des communes, Karina Gould, ce matin, l'a sommé de faire la chose qui s'impose dans les circonstances. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de députés qui ont pris le téléphone pour essayer de convaincre M. Rota d'éviter de se soumettre à ce qui allait être la prochaine étape inévitable, qui est la question d'un vote de censure. Et là, et s'il s'était accroché, vraiment, là, je sais que techniquement, le président de la Chambre des communes est neutre, mais c'est quand même dans son âme et conscience un libéral. Plus il s'accrochait, plus il nuisait gravement au leadership de M. Trudeau qui en est vraiment ébranlé. Une chose, Yasmine, c'est quand même historique ce qui vient de se passer. Moi, c'est pas un mot que j'aime galvauder, là, mais des démissions de présidents à la Chambre des communes, là, il y en a eu des départs de présidents en pleine session, là. Ce n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire du Canada. En 1889, le président Bain, si tu veux, il est mort en exercice. Donc, on est obligé de lui trouver un successeur. Et en 1984, c'est qui l'autre? C'est Jeanne Sauvé qui avait démissionné parce qu'elle est devenue gouverneure générale. Ce sont les seuls autres moments dans l'histoire où on a changé de président entre 2 élections. Et l'idée de le soumettre à un vote de censure aurait aussi été aussi historique, je te dirais, parce que ce n'est jamais arrivé depuis que le président de la Chambre est élu par ses pairs. Et il y a eu des tentatives dans le passé de dégommer un président. C'est arrivé à un président une fois, un vice-président une autre fois, mais c'est des tentatives qui avaient échoué. Là, on s'entend, ça aurait fonctionné. Donc, l'humiliation personnelle pour lui aurait été encore plus grande. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu trop accroché en pensant que ça allait passer puis que le cycle de nouvelles allait changer puis qu'il allait pouvoir passer à travers. J'ai comme l'impression qu'il habitait dans la même planète là, que David Johnston quand la motion avait été votée à la Chambre des communes pour qu'il démissionne puis qu'il avait dit c'est pas grave. Là, il y a eu 2 partis politiques hier qui ont retiré leur confiance puis ils pensaient qu'ils allaient survivre à ça. Vraiment? Les privilèges, des fois, et les hautes fonctions, c'est pas pour rien qu'on dit des fois que la classe politique est déconnectée. Je pense que les présidents de parlement, que ce soit la Chambre des communes, le Sénat, l'Assemblée nationale, ils sont particulièrement vulnérables parce que de par leur rôle, ils se retirent de toute fonction partisane. Et donc, cette notion-là n'occupe plus leur pensée. Et je pense que ça peut contribuer à expliquer de manière généreuse le fait qu'il n'ait pas vu l'ampleur du problème. Les mauvais esprits diraient qu'il voulait s'accrocher aux privilèges qui viennent avec la fonction. C'est quand même un salaire de 93 000. C'est un salaire de 93 000 $ de plus, un chauffeur, un appartement à même le Parlement, plus une absolument sublime résidence officielle. La résidence officielle, ça s'appelle La Ferme. C'est l'ancienne maison de Mackenzie King dans le milieu du parc de la Gatineau. C'est la plus belle, la plus jolie, la plus paradisiaque résidence officielle. Alors ça, c'est les mauvais esprits, mais c'est sûr que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens veulent devenir président.
Moi, je vais t'avouer, je veux mettre un caillou dans la discussion. Je pense que l'ampleur du ressac a été sous-estimée par lui parce que là, maintenant, tout le monde là, s'indigne. Oh mon Dieu, un Ukrainien qui faisait partie des SS, ça n'a pas de bon sens, blabla. Mais la réalité, là, c'est qu'on tolère ça au Canada depuis des années. Et on a des monuments. Il y a 2 monuments à la mémoire de cette unité-là. Puis la raison pour laquelle il y a eu et il y a eu, puis je ne suis pas historienne, je vais te donner mon analyse politique de ça, et je sais qu'il y a des débats, OK, sur la question. Mais dans les années 80, 70, c'est devenu très connu que le Canada abritait plusieurs nazis et criminels de guerre ukrainiens. Le gouvernement Mulroney avait fait une commission d'enquête là-dessus où on s'était penché sur le cas de cette unité-là, qui était très connue, et où, parce qu'elle est entrée en fonction après le pire de la Shoah en Ukraine, parce qu'en Ukraine, la Shoah, c'est pas de prendre des Juifs, de les mettre dans des trains pour les amener dans des chambres à gaz, c'est de les enligner sur le bord des fossés puis de les tirer avec une balle. Alors, c'était d'une violence personnelle sans nom, puis il y en a 1,5 million qui sont morts. Alors, on n'avait pas de preuve que cette unité-là avait contribué aux exactions nazies traditionnelles, comme on les entend. Donc, on a dit, dans le fond, c'est correct, tu sais. Et c'est à partir de là qu'il y a un immense effort de réhabilitation de ces militaires-là de la part de toute la communauté ukrainienne. Puis jusqu'à tout récemment, dans le débat public canadien, quand tu remettais en question et que tu questionnais l'appartenance nazie de ces vétérans-là, même l'Église catholique se portait à leur défense, là. Et c'était une accusation de céder à la propagande russe, etc., etc. C'est même une des raisons qui a été invoquée quand on a soulevé que probablement que le grand-père de Chrystia Freeland en Ukraine avait été un collaborateur. C'est de la propagande russe. Donc, c'est pas surprenant dans les circonstances qu'il ait commis cette faute. Et c'est tombé sur lui. Je pense que ça aurait pu tomber sur un autre. Mais bon. Quand c'est le président Zelensky qui vient, tu es supposé faire ce qu'on appelle en anglais ton due diligence, là. Il ne l'a pas fait, puis c'est lui qui représente le Parlement, puis il n'avait pas le choix de démissionner. Mais je ne pense pas que ça va clore le débat. Je pense qu'on a découvert quelque chose ici, là. Ben, 2 choses. De un, on a découvert quelque chose. Puis c'est une discussion qu'il faut avoir, là. De la même façon que tous les Allemands ne sont pas des nazis, tous les Ukrainiens ne sont pas des nazis, mais il faut... Ces gens-là, ils sont vieux, le temps passé. Je pense pas que c'est un enjeu de leur faire des procès individuels chacun, mais il faut quand même reconnaître la vérité de l'histoire. Je pense que le débat va se poursuivre autour de la très maladroite initiative des libéraux d'essayer de faire rayer des comptes rendus de la Chambre des communes le fait que cette ovation ait eu lieu. Tu sais, genre, on va faire semblant que ça n'a pas eu lieu, on va rayer ça des comptes rendus. On a toutes comme si on veut effacer l'histoire. C'est malade. Et ça, je pense que j'ose espérer que ça va engendrer une réflexion, mais plus prosaïquement, si tu veux. Jagmeet Singh le disait lui-même en point de presse aujourd'hui. On fait quoi pour réparer ce tort-là maintenant? Je veux dire, tu peux pas juste dire, OK, il a démissionné, on met ça en dessous du tapis, là. La réalité, c'est que c'est de sa faute si tout le monde s'est gouré, mais c'est l'institution du Parlement canadien qui a rendu hommage à un ancien SS. Et ça exige un geste. Est-ce que ça exige une motion d'excuse à la Chambre des communes? Est-ce que ça exige une déclaration du premier ministre? Mais ça exige une réponse. Et la façon d'articuler cette réponse-là, objectivement, retombe inévitablement sur les épaules de M. Trudeau. Puis je ne pense pas que ce soit suffisant de dire nos hauts fonctionnaires, nos conseillers se sont parlé, on leur a expliqué ce qui s'est passé. Tu peux pas faire ça, là. Oui, non, c'est à travers le monde. C'est la réputation du Canada qui est en jeu ici. Là. Il faut parler d'une seule voix et d'essayer finalement de se défaire de cette image qu'on est des sans-dessins, là. C'est ça qu'on attend. Exactement. Puis ça remet la pression sur les épaules de M. Trudeau, qui jusqu'ici n'a pas fait preuve d'un flair extraordinaire sur cette question-là. Parlons de Jean Talon. Dernière fin de semaine avant le jour du vote. Ça va être intéressant.
Moi, je vais Hey, te dire 21 de taux de participation c'est au beaucoup. vote. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que comme me faisait remarquer un organisateur de la CAQ, il dit, on peut pas savoir si tout de suite, là, à vue de nez, si c'est bon ou pas pour nous. Parce que là, notre adversaire principal, tu sais, c'est pas QS, là. Si c'était C'est tous le des vieux PQ. qui allaient voter, puis notre adversaire principal, c'était QS, ben on saurait qu'on fait bien. Mais là, il dit, c'est le PQ. Puis chez le PQ, ben, il y a beaucoup de têtes blanches, de nostalgiques, de bons vieux péquistes, là. Alors, ils sont en train d'évaluer les résultats du bureau du vote par anticipation, parce qu'ils ont les listes de qui on va voter avec Ben, leur c'est vote ça. de pointage pour essayer de savoir si ça se positionne bien. Mais de part et d'autre, on admet que ça va être extrêmement serré comme élection. Pour plein de raisons, je pense qu'il y a une fatigue naturelle qu'on a vu commencer à s'installer à l'égard du gouvernement Legault, qui est là, est pogné les deux mains dans la gestion des problèmes de services fondamentaux de l'État, là, tu sais, les écoles, les infirmières, la fonction publique, tu sais, il n'y a rien qui va bien, là, tu sais, à part, On là, a, probablement, là, on va annoncer une usine de batterie à un moment donné, là, on va avoir un moment où tout le monde va être là. Ah! Mais sinon, on n'en est pas là. Puis, le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon est encore dans sa lune de miel. un quatrième député péquiste pourrait être On élu dès verra. lundi prochain ou sinon, ce sera la CAQ qui va pouvoir être confirmée potentiellement. Comment vont agir les électeurs Québec solidaire? Vont-ils se redistribuer auprès du PQ? Vont-ils sortir voter? Ça risque d'être aussi intéressant, cette question-là. Oui, parce que c'est le défi de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est d'essayer de coaliser le vote anti-Legault. Puis, objectivement, prends juste le débat sur le tramway, là, il est en train de frôler le grand écart olympique, là. Ah Où ouais. il n'est pas contre le tramway, mais il décrit le tramway, les coups, là, c'est comme, wouh, il commence à être difficile à suivre, il joue avec le feu là-dessus. Très flexible sur les convictions sur le tramway, Paul Saint-Pierre Flexible, Plamondon. oui. Emmanuel Latraverse, toujours un plaisir. On se retrouve demain. Au revoir.